computer. Moi aussi. Ouais. Voilà. Bonsoir à vous tous. On reprend après ce long gap. On s'est décidé de faire les leçons une fois par mois, au moins actuellement, dans ces circonstances assez difficiles. Docteur Jacquevine vient de rentrer en France. Bon retour, Docteur Jacquevine. Et Merci. aussi, félicitations pour votre nouveau livre. D'ailleurs, une nouvelle fréquence de sortie de livres, on n'y était pas assez habitué. Souvent, tu restais 5, 6 ans, 7 ans pour sortir un livre. Qu'est-ce que ça fait que l'année dernière, 2025, on a eu un nouveau livre qui était excellent sur la souffrance, sourire au-delà de souffrir. Et là, tu vas sortir un livre sur l'édit de Bouddha, d'après ce que j'ai compris. Est-ce que tu Oui, peux les métaphores du détailler? Bouddha. Ben, c'est parce que j'ai eu le temps cet hiver de m'en occuper. Voilà, hein, quand on a le temps, ça vient assez vite. Et voilà. Alors donc, Tu Marc as le Le temps Smet, il parce va. que tu as le temps parce que tu as moins de stages ou pourquoi tu as le temps? Ben, j'ai choisi d'être en retraite au Sri Lanka, sans voyage et euh, sans voyage et sans séminaire à faire. Et donc, ça a avancé, le travail a avancé. Et Oui, alors Jacques, j'ai une passé. question technique là. Mais quand Oui, tu écris un livre, où sont les références auxquelles si tu écris à Sri Lanka, comment tu peux te référer au livre et citer qu'est-ce que tu fais pratiquement? oui. Alors, ben j'achète mes livres comme c'est sur le bouddhisme. Je trouve des livres au Sri Lanka. Et puis ceux que je sais que je vais pas trouver au Sri Lanka, je les amène avec moi. Puis maintenant, je travaille par Kindle aussi. Hein. J'ai certains livres sur Kindle ou ePub. Et ça, c'est pratique aussi pour travailler en voyage. Ben, c'est-à-dire, tu les commandes, tu les as en... Oui, alors Kindle, on les commande sur Amazon et ils viennent en 30 secondes sur notre ordinateur. C'est très pratique, oui. Si Ah, tu on a les envie as en d'acheter un livre livre en plus. électronique, pas en papier. Oui, c'est ça, livre électronique, oui. Kindle, c'est livre électronique, oui. Ah. Et tu le payes moins cher qu'un livre en papier? Alors ça dépend, des fois c'est beaucoup moins cher, des fois c'est pour les livres, les nouveautés, je pense qu'ils mettent un prix qui n'est pas tellement moins que celui du livre en papier, mais bon, quand le livre est publié aux États-Unis et qu'on est au Sri Lanka, on est content de l'avoir en 30 secondes sur son ordinateur. C'est quand Hmm. même bien pratique, oui. Donc, tu n'as pas de problème de référence quand tu es en voyage. Ben, des fois, oui, je me disais, il y a des livres que j'ai lus avant. Si je l'avais dans une bibliothèque, je pourrais donner des références plus exactes. Mais à ce moment-là, je donne de mémoire des choses et puis je présente pas ça comme une référence exacte. Et voilà, on se me débrouille comme ça. Mais en même temps, c'est pas mal parce que ça m'aide à aller plus à l'essentiel. Et puis, en général, sur un livre, mes livres de source, j'en ai pas 50. J'ai quelques livres qui me servent vraiment de base et ceux-là, je les ai avec moi et je travaille comme ça. Alors oui, ce qu'il y a de bien aussi, c'est Internet Archives. Et souvent, pour des livres un peu anciens, ils donnent le livre en photo et une autre version qui est en texte, Oui, Internet texte Archive, d'ordinateur, quoi. ce que tu appelles, c'est Internet Archive, non? Oui, c'est ça, oui, Internet, oui, archive, archives en Et c'est anglais. gratuit. Et alors c'est gratuit, oui. Et quand on a le texte, le livre en texte, on peut même le traduire directement avec Google ou autre et faire des traductions automatiques. Et donc ça m'a servi pour j'ai fait ça pour le livre The Similes of the Buddha, traduction automatique en français. Et après, j'ai relu la traduction automatique et c'est passé dans le livre, donc je cite pas mal, c'est Helmut Ecker, et c'est lui qui donne le texte de base des images du Bouddha et des métaphores du Bouddha. Donc, et c'est quoi en 2 mots ton nouveau livre et quand il sera sorti? Alors, il va apparaître en janvier, il m'a dit Marc de Smet. Et donc, le sujet, ben, ça part d'une hypothèse. Si on médite sur les images et les histoires que donne le Bouddha, en les ressentant dans le corps,
ça donne un enseignement de méditation, une façon de méditer, et chaque métaphore correspond à des façons de méditer. Et donc, en travaillant sérieusement les métaphores, c'est-à-dire en méditation et en étant proche du corps, on peut avoir une idée du vécu corporel du Bouddha quand il méditait. Après 25 siècles, c'est intéressant. Et c'est à partir des strophes et des dits de Bouddha lui-même? Oui, c'est ça. Alors, le Bouddha, il compare le méditant à l'éléphant, au char, à la citadelle. À chaque fois, c'est une comparaison de ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit quand on médite. Et donc, lui, il est parti de son expérience et puis il a appliqué ça à des images de la vie courante. Et nous, on repart des images de la vie courante et on revient à l'expérience. Mais c'est un bon moyen de transmission avant même l'écrit, parce que tout ça, ça se passait par oral. Donc, toi, tu prends le texte tel qu'il est et tu l'interprètes, c'est ça? C'est quoi ton travail? Alors pour l'interpréter, je le ressens dans le corps, donc comme si l'image se projetait dans le corps. Par exemple, il dit que pour la charrue, l'aiguillon et le soc correspondent à la pleine conscience. Et donc si on projette la charrue sur le corps, l'aiguillon qui pousse les bêtes à l'avant, c'est plutôt vers l'avant du char, c'est-à-dire ça correspond à la tête et au front. Et le soc qui s'enfonce dans le sol, ça correspond typiquement au sacrum et au coccyx. Et donc, ça veut dire qu'on met la pleine conscience aux deux extrémités de l'axe central, le coccyx et le centre du front, et ça donne un travail de style circulation de l'énergie dans la sushumna. Voilà, tu vois, donc à travers ces petits détails où il dit l'aiguillon et le soc, ça correspond à la pleine conscience. Ben, la pleine conscience, c'est ce qui nous réveille comme une piqûre. Et c'est aussi un point précis, un point de piqûre. Et quand on fait circuler l'énergie du point de piqûre en bas au point de piqûre en haut, on retrouve le Raja Yoga avec la montée de l'énergie dans l'axe central. Et il dit aussi dans ce genre de comparaison que l'axe de traction du chariot, c'est le samadhi, c'est-à-dire l'absorption. Euh, et au fait, dans le yoga, on dit que c'est bien de s'absorber dans l'axe central. Et l'axe central, donc dans la métaphore du char, ça correspond à l'axe de traction du char. L'axe central du corps correspond à l'axe de traction du char. Donc le Bouddha indique indirectement qu'il faut s'absorber dans l'axe central du corps. Et on retrouve donc le yoga hindou et tibétain. Méditer sur les images, tu viens de dire, en les sentant dans le corps. Donc, C'est c'est un peu comme des ombres chinoises. Hein, on peut imaginer que l'image est un abat-jour, qu'il y a une source derrière l'image, et que s'il y a des formes sur l'abat-jour, elles se projetteront sur le mur blanc de notre conscience corporelle. Voilà, quand on est réceptif, on se laisse transformer par l'image. C'est un peu comme des ombres chinoises ou la projection d'une diapositive sur un écran. Donc l'écran, c'est notre corps qui est réceptif. Et la diapositive, c'est la métaphore du Bouddha. Et la lumière derrière la diapositive, c'est la conscience du Bouddha. et justement, Jacques, question d'image et de sensation. Tu as dit autrefois, il y a un jeu de ping-pong entre image et sensation. Et ma Oui, question, donc souvent, l'une entraîne l'autre et vice-versa, c'est ça? Soit l'image qui c'est entraîne. ça, oui, oui, ça marche dans les deux sens. Une sensation se développe en image, un peu comme une graine se développe en plante, et la plante elle-même produit des graines qui retournent en terre, c'est-à-dire l'image produit des sensations qui retournent dans le corps vécu. Voilà, donc l'image de la graine et de la plante. Et bien, quand la plante est sortie de terre, c'est l'image. Quand la graine est en terre, c'est la sensation. Et ça Quand fait la un graine cycle. est en terre, c'est la sensation. Et quand la plante sort de terre, c'est l'image. Mhm. OK. Et Tu ça as fait un parlé aussi cycle. autrefois en disant un nœud dans le mental correspond à une sensation dans le corps. Ma question, Oui. est-ce que c'est la seule méthode, la seule voie de dénouer les nœuds dans le corps? Alors, non, on peut passer directement par la perception du corps, mais quand on le fait, si on a un tant soit peu d'expérience de méditation,
On sent, on sait, et des fois on voit clairement les nœuds du mental qu'on est en train de dénouer en dénouant des nœuds dans le corps. Comment on les voit clairement? Dans quel sens? On les sent? Ben, c'est parce que une sensation correspond à une image. Voilà, donc quand on sent une lumière au centre du front, ça s'associe au soleil. Donc l'image, c'est le soleil. La sensation, c'est comme une chaleur au centre du front. Et les deux sont indissociables. J'ai lu chez un sage, Jacques, quelque chose qui m'a fait rappeler de ce que justement toi tu dis. Lui, il dit, pour maîtriser le mental, il ne faut pas entrer dans son jeu. Et d'ailleurs, toi, tu dis dans un de tes livres que le mental a tendance à rajouter pour se faire mousser. Tu te rappelles de cette expression. Donc, Oui. qu'en penses-tu? Est-ce que ce qu'il dit correspond exactement à ce que toi tu dis? Entrer dans le jeu, ne pas rentrer dans le jeu du mental. Donc, le jeu du Oui, ça, mental. c'est la base de la voie de la connaissance, hein. On se désidentifie du mental. Et donc, c'est important euh, c'est important de le faire ça passe par la relaxation corporelle, hein. Quand on est identifié à une image mentale, ça donne une tension dans le corps. Quand on relaxe la tension, en général, on se défait de l'identification à l'image mentale. Mais quand on se désidentifie du mental, c'est-à-dire est-ce qu'on l'observe en quelque sorte, c'est ça? Alors, quand on se désidentifie du mental, eh bien, on peut le modeler plus facilement. Hein, si on est identifié, il est comme rigide, solide, et c'est lui qui nous manipule, c'est pas nous qui le manipulons. Mais si on est désidentifié, ça devient un objet qu'on tient bien en main, et là, on peut en faire à peu près ce qu'on veut. Oui, mais comment se désidentifier du mental? Pratiquement, comment le faire? Ben, en défaisant les tensions corporelles et les tensions respiratoires que provoque une image ou une émotion. Hein, il n'y a pas d'image ou d'émotion sans des contractions des fois qui peuvent être fines. Et donc, on distingue on se détend et en se détendant, on se sépare. C'est un peu comme quand on passe l'ongle entre la base d'un autocollant et l'autocollant lui-même. Eh bien, on peut séparer les deux facilement. Mais il faut Donc, ça trouver fait rappeler un petit peu ce que disait un autre sage. Et il dit trouver ou bien quelque sorte euh, limiter ou trouver la tension dans le corps ou l'endroit de la tension dans le corps et libérez-vous de cette tension en se relaxant. C'est un petit peu ça? C'est ça, et donc quand on comprend à quelle image sont reliées quelles tensions, le travail est encore plus efficace. Mais si on fait déjà sérieusement relaxer les tensions corporelles, de toute façon, ça changera des choses dans le corps et l'esprit dans le bon sens. Mais quand ce sage dit il ne faut pas entrer dans le jeu du mental. C'est quoi le jeu du mental? C'est qu'il exagère, il amplifie comme Le toi jeu tu de dis. bataille, on peut dire pour faire bref, c'est le jeu de l'ego. Hein? C'est-à-dire, cette colère, c'est ma colère, l'objet de ma colère, c'est ça qu'il faut détruire. Euh, on est sûr de ce que nous dit les réactions instinctuelles des émotions, et c'est ça qui nous perd, le fait qu'on est sûr. Et donc, c'est le Ajahn Chah qui insiste sur le fait pas sûr. Et il y a même un de ses livres, j'ai vu ça récemment sur l'Internet, qui a été traduit en français, ou alors c'est peut-être simplement en anglais, mais il me semble que ça a été traduit en français, et qui s'appelle Ce n'est pas sûr, ou quelque chose comme ça, ou pas de certitude. Hmm. Hein, parce que notre impulsivité, c'est relié au fait qu'on est sûr qu'il faille suivre ce qui est agréable et fuir ce qui est désagréable. Et ça, c'est le mécanisme de base. Si on le remet pas en question, on est manipulé par son mental. Si on le remet en question, c'est nous qui peuvent manier notre mental et le modifier. On est manipulé par notre mental. C'est que
On est toujours dans ce jeu de ce qu'ils appellent en anglais like and dislike. C'est ça. Et mental, hein, ça vient de mens en latin, et c'est pratiquement le même mot que manus qui veut dire la main. Et donc le mental, c'est comme une main, et une main, c'est fait pour manipuler. Mhm. Euh, Aussi, tu as parlé autrefois de coordonner le cœur avec d'autres choses. Et tu as cité l'exemple de Sainte Thérèse qui parlait ou qui pratiquait en quelque sorte coordonner le nom de Jésus avec les battements du cœur. Ma question, Oui, elle le dit, elle insiste pas là-dessus, mais elle le dit comme une manière de prier tout à fait licite et bonne. Oui, oui. Elle ma n'insiste pas, question, hein, mais on voit quand on lit attentivement ses manuscrits, on voit qu'elle le faisait. mais souvent on a du mal à travailler sur les battements du cœur car on risque de les accélérer. Enfin, la- c'est l'expérience que Alors, c'est pas mon expérience, mais si on n'a pas l'habitude, c'est vrai que, et si on a un fond d'anxiété, ça peut se faire. Ben, c'est justement un bon moyen pour travailler en restant poumon vide, par exemple, ou en ralentissant le souffle pour les ralentir. Hmm. Si le psychisme peut accélérer les battements de cœur, il peut aussi les ralentir. C'est logique. Oui, en quelque sorte, c'est la règle qui dit que celui ou ce qui peut le moins peut le plus, si on peut. Quelque chose comme ça, oui. Quelque chose comme ça. Et donc, c'est en ralentissant le souffle, en acceptant là aussi des arrêts poumons vides, euh, en général, ça calme les battements de cœur parce que ça stimule le nerf vague. Le nerf vague, justement, et- est-ce, c'est une hypothétique ou bien c'est une existence physique, disons, et Alors, physiologique? le nerf vague, on l'appelait vague parce que son trajet dans le thorax est difficile à voir à l'œil nu parce qu'il se divise en des tas de fibres. C'est pour ça qu'on l'appelait nerf vague, mais c'est un nerf qui est très étudié. On sait ce qu'il fait. Et maintenant, on a même bien isolé les fibres du nerf vague par où elles passent dans le thorax en étudiant de Et plus près. Mais au justement, on début, en parle, Jacques, depuis la théorie comment elle s'appelle, polyvagale? polyvagal, oui. Oui. Avant, on n'en parle plus. Est-ce que c'est une nouvelle découverte ou quoi? Alors, ben, c'est-à-dire, ce qu'a apporté Porsche, c'est des applications pratiques du nerf vague et que ça peut expliquer beaucoup de choses. Lui, il dit que la souffrance psychiatrique, c'est beaucoup une insuffisance de stimulation du nerf vague et trop de stimulation du nerf sympathique. Et donc, il dit si on réussit à stimuler le nerf vague de façon régulière par des pratiques, on peut guérir à peu près toutes les souffrances psychiatriques. Et donc, dans la liste des pratiques qui peuvent stimuler ou activer le nerf vague, il met le yoga. Mais il y en a d'autres Et, aussi. et- Par et- et- exemple, simplement tourner la tête sur le côté, c'est connu pour stimuler directement le nerf vague. Rien que ça, parce que ça étire le nerf vague passe dans le cou et quelque part ça le stimule. Simplement faire pivoter la Terre tranquillement. Euh, voilà, maintenant il y a des livres entiers qui sortent sur le nerf vague, qui reprennent au fait les techniques de relaxation connues, mais peut-être qui rajoutent des petites choses. Il me reste à lire ces livres-là de façon détaillée. Mais je pense qu'ils reprennent les méthodes de relaxation connues. La contraction détente, ça détend en profondeur, donc ça stimule le nerf vague aussi. mais là, tu parles du nerf vague et du nerf sympathique. Donc, est-ce que le nerf vague, c'est un petit peu le système parasympathique? Alors c'est synonyme, oui, c'est synonyme. Vague et parasympathique, c'est synonyme. C'est la même chose? C'est la même chose, oui. Oui. Donc, on a pu identifier en quelque sorte le système parasympathique par le nerf vague? Ben, c'est ça, oui, hein, euh, c'est synonyme et donc après il y a des ganglions aussi
qui correspondent à ce nerf vague. Là, je me souviens plus de tous les détails, mais en tous les cas, on insiste maintenant sur stimuler systématiquement le nerf vague. Et alors, on met maintenant des choses qui vont dans l'oreille et qui stimulent le nerf vague parce qu'il y a une branche du nerf vague qui passe proche de l'oreille. Et donc, on peut stimuler électriquement le nerf vague et ça aide pour prévenir les crises d'épilepsie. Surtout quand les gens ont du mal à se relaxer. On fait une sorte de relaxation artificielle en stimulant le nerf vague par un petit système électrique avec une électrode dans l'oreille. Et j'ai une amie qui a cet appareil, elle me l'a montré. Tu l'as vu, c'est-à-dire tu l'as... Oui, j'ai vu l'appareil, j'ai pas essayé parce qu'il y avait un problème technique, mais en tous les cas, elle l'avait essayé, elle trouvait que ça relaxait bien. Mhm. Ok, donc. Parce qu'il y a beaucoup de crises d'épilepsie qui sont favorisées par la tension nerveuse. Donc, tous les gens qui ont la tension nerveuse font pas des crises d'épilepsie, mais si on est sensible à la crise d'épilepsie et qu'on fait en plus de la tension nerveuse, alors là, ça peut déboucher sur des crises. Et donc, cette stimulation du nerf vague électrique peut aider à espacer les crises, de même que la pratique du yoga, de la méditation, peut aider à espacer les crises ou même à les supprimer quand on combine ça avec les médicaments. Je connais une femme qui a des grosses responsabilités dans l'industrie aéronautique. Elle est directrice d'un département et elle avait des grosses crises d'épilepsie qui n'étaient pas accessibles au traitement médicamenteux. Mais quand elle a rajouté le yoga, médicaments plus yoga, ça a supprimé ces crises. Oui, mais et tu viens de parler des exercices de yoga pour activer le nerf vague. Comme quoi? Est-ce que c'est le yoga Ouais, qui... le nerf vague, c'est la relaxation. Donc, on peut dire que les postures de yoga qui créent d'abord une tension et ensuite induisent une grande relaxation finissent par activer le nerf vague. Mhm, Mais l'arrêt poumon vide aussi, c'est très calmant, donc ça active le nerf vague. Les concentrations sur les chakras, c'est calmant, donc ça active le nerf vague. Voilà, et tout ce qui est calmant attire le nerf vague, active le nerf vague. mhm. Et tu as parlé autrefois aussi, Jacques, en disant côté sexuel à gauche, côté spirituel à droite. Et ma question, pourquoi souvent à droite, c'est le côté du bien, disons, à gauche, c'est le côté du mal ou de Ou des négatif? perturbations, oui. Ben, c'est dû au fait qu'on a le cœur à gauche, à part une personne sur 10 000 qui a le situs inversus, c'est-à-dire le cœur à droite et qui se porte assez bien. Mais disons donc, pour l'immense majorité des gens qui a le cœur à gauche, le côté gauche, c'est pas le côté du mal, mais c'est le côté du stress, oui, on peut dire. Mhm. C'est Dans essentiellement la dû à la Kabbale, race. ils disent que on a Satan aussi en nous. Alors on peut dire, ça veut dire qu'on est possédé par le démon et ça fait peur. Mais je pense que l'idée de la Kabbale, au contraire, c'est de dire Satan, c'est pas un esprit méchant à l'extérieur, c'est simplement des tendances en nous-mêmes. Et de même qu'on peut relaxer son corps, on peut relaxer Satan en nous quand on comprend où il agit. Oui, mais donc, et pourquoi, même dans la plupart des traditions spirituelles et religieuses, le côté de droite, c'est le côté du bien. Les- à droite du bon Dieu ou bien à droite de Jésus, ce sont les bons et à gauche, ce sont les mauvais. Oui, oui. Donc c'est à cause de ça, c'est à cause de l'anatomie. Et alors il y a des anthropologues structuralistes qui pensaient que cette histoire de bien à droite et de mal à gauche, c'était une construction purement sociale. Et alors ils se sont dit, on va aller chercher des tribus très primitives en Amazonie ou en Sibérie, et on va montrer que eux, ils ont le bien à gauche et le mal à droite. Et ils n'ont pas trouvé. Au contraire, plus les tribus sont sont primitives, plus cette différence entre droite et gauche est prononcée. Mhm. Parce que les tribus primitives sont proches de leur corps et ils sentent que quand on sent son corps à droite, on est plus calme que quand on sent son corps à gauche. Hein, c'est la base, elle est toute simple. C'est instinctif, tu crois? Ah ben c'est physiologique, c'est Mhm. physiologique, hein. Et même il y a quelque chose, un signe d'anxiété, c'est la paupière gauche qui se met à battre quand on a plus de stress ou d'angoisse.
Et donc, il y a un lien entre le cœur à gauche et l'œil gauche. Et donc, quand le cœur se met à battre plus vite, eh ben, la paupière se met à cligner plus vite aussi. Ben, mais justement, De même l'œil en gauche, arabe, de on l'œil a un gauche. proverbe, Jacques, qui dit Aïn Shmel am tref, c'est-à-dire mon œil gauche est en train de palpiter, c'est que c'est un mauvais signe. C'est ça, hein, donc c'est parce que c'est relié au cœur qui se met à battre plus vite. Donc, on sent des fois plus facilement l'œil gauche, qui est la paupière gauche qui cligne, que le cœur qui bat, parce que sentir le cœur qui bat vite, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais la paupière qui cligne, comme c'est aussi un peu anormal, on le sent assez facilement. Oui, oui, bah c'est bien. Il faudrait que donc ce qu'il dit exactement, mon œil gauche cligne. Et cligne, ça veut dire c'est un mauvais signe, soit que c'est mauvais ou bien comme si on s'attend à quelque chose de mauvais. Hein? Oui, c'est ça. En français, on dirait il y a anguille sous roche. Hein, ça veut dire qu'il y a une menace qu'on voit pas très clairement, mais qu'on sent. Ouais, Anguille sous roche. Oui, c'est ça. Donc, ça serait voilà. une Quelque traduction de chose qu'on sent sans le voir, sans pouvoir le sentir, l'identifier clairement. le toucher clairement. Oui, quand on dit attention, méfiance. Oui, oui. Hmm. Et donc, ça, c'est intéressant. Oui, ben, je vais le citer quand j'écrirai là-dessus. Hein, mon œil gauche cligne. Hmm. Ça veut dire qu'il y a Oui, anguille sous roche. c'est une expression populaire en arabe, c'est que c'est soit je m'attends à quelque chose de mauvais, soit ce qui se passe est mauvais. Oui, c'est ça. Et, une fois, il y a une dame qui m'a appelé du Japon. Elle était venue à ma stage à La Réunion et elle dit, ça va mal, j'ai l'œil gauche qui cligne. Et alors, je lui ai dit, bah ça c'est l'anxiété générale et je lui ai conseillé les techniques de relaxation générale, le balayage des yeux, style EMDR, les arrêts poumons vides, pour calmer l'anxiété rapidement. Hein, mais elle savait pas, donc elle pensait que ça pouvait être quelque chose de très grave. Au fait, c'est juste un signe d'anxiété. Mhm. Alors on peut aussi faire inspirer par l'œil gauche et expirer par l'œil droite. Et de même que quand on met l'audition dans l'oreille droite, c'est calmant. De même quand on met l'acuité visuelle dans l'œil droit, c'est calmant aussi. Comment Et mettre on peut le côté aussi visuel dans l'œil droit? ben, on met plus d'énergie dans l'œil droit parce que d'habitude, l'énergie s'accumule à gauche, dans le cœur à gauche et dans l'œil gauche. Donc, on peut inspirer comme avec une seringue l'énergie sur l'inspiration de l'œil gauche. On retourne la seringue quand on a les poumons pleins et on réinjecte cette énergie dans l'œil droit sur l'expiration. C'est un bon système de rééquilibrage et ça peut couper à la racine l'anxiété. Et justement, toujours dans ce contexte de droite et gauche, tu as dit autrefois, Jacques, le foie a un avantage. Il peut se régénérer. Et tu as donné même l'exemple de phénix en comparant le foie avec le phénix. Ma question, est-ce est le foie est un symbole de l'immortalité en quelque sorte? Ben, je pense que là, je me souviens plus très bien. Euh, il y a l'histoire de Prométhée qui était attaché à son rocher et avec l'aigle qui venait manger son foie. Et donc, je pense que ça peut s'interpréter comme ça, quoi. Il mourrait pas parce que son foie se régénérait. Hmm. Hein, donc, on peut avoir même de l'angoisse qui vous agit sur votre foie, qui vous prend votre énergie, mais on meurt pas pour autant parce qu'on a quand même une énergie qui peut se renouveler. Malgré l'anxiété, on Et continue à vivre. justement, ce foie qui est même dans l'Ayurveda, le cœur silencieux. C'est ça, oui, oui, oui. Et donc, c'est le cœur subtil à droite de Ramana Maharshi. Enfin, c'est au-dessus du foie, mais c'est la même zone que le foie. Et donc, quand on se concentre dessus, euh, on, on apaise le mental et on se met à voir plus clairement le soi. Donc, pour Ramana Maharshi, le soi est dans le cœur subtil à droite. Ouais. Et c'est un jeu de mots en français, un clin d'œil de la langue française. La foi qui nous apaise spirituellement est presque le même mot que le foie, qui est une zone plus paisible physiquement. Mhm. Donc, et tu crois qu'il y a un certain rapport entre nerfs vagues et foie? Alors, ben, les deux ont un effet calmant, donc il y a ce rapport de l'effet, mais après,
le nerf vague agit surtout sur le cœur pour l'accélérer, pour le ralentir. Hein, donc, ce qu'il y a de peu connu, c'est que notre cœur, si on le sépare du nerf vague, il battra à 90. Et donc, quand on a le cœur tranquille, c'est pas l'état naturel du cœur, c'est un état freiné. Hein, le nerf vague freine le cœur pour le faire passer de 90 à 30, mais si on coupe le nerf vague, spontanément, le cœur battra à 90. Ça vient sans doute des animaux qui, pour eux, c'était très important de réagir vite au stress. Donc, ils avaient une base de cœur rapide. Même les souris, elles ont un cœur qui bat rapidement. Les petits animaux ont un cœur qui bat rapidement. Et donc, l'être humain, bon, il est plus réfléchi et il a des moyens de se calmer aussi. Et donc, grâce à son nerf vague, il peut faire baisser son cœur à 60, ce qui lui permet d'économiser de l'énergie, de déstresser et de récupérer mieux. Mhm. Donc, avec le nerf vague, on peut baisser la fréquence des battements du cœur, la fréquence cardiaque. Oui, c'est ça, il le fait constamment, c'est pas qu'il peut, il le fait constamment quand on a un cœur tranquille et quand il y a un peu de stress, le cœur monte à 90. À ce moment-là, c'est pas une simulation du sympathique, c'est simplement un allègement du frein du parasympathique. C'est comme quand on retire le pied de la pédale de frein, eh bien la voiture peut aller plus vite naturellement. Mhm. Et aussi, autrefois, tu as dit, Jacques, si nous avons la dévotion en nous, alors la bénédiction du Maître est là. Pas besoin d'être collé à lui tout le temps. Ça me fait rappeler ma propre expérience quand j'étais en Inde dans des ashrams avec des grands maîtres, par exemple Chandra Swami. Mais ce que ma propre expérience, c'est que autour du maître, il y a l'enfer et le paradis en même temps. Par exemple, une lutte pour s'approcher du maître. On écarte tout le monde ou bien on essaie d'écarter les autres pour être plus proche que euh, du maître. Et souvent, le maître lui-même laisse faire. N'a-t-il pas une part de responsabilité dans ce cas? Oui, Tenzin Palmo m'a raconté qu'à un moment, on discutait et elle avait lu récemment un livre d'une disciple de Gurdjieff qui était venue visiter les ashrams d'Inde et elle était une femme et elle faisait une analyse psychologique en disant c'est beaucoup les enfants qui cherchent attirer l'attention de papa et de maman. Et effectivement, il y a des maîtres qui jouent là-dessus. Et c'est un peu dangereux comme jeu parce que ça peut infantiliser les gens et aggraver aussi les émotions, quoi. Voilà, donc il faut faire attention et il y a des maîtres qui sont manipulateurs. À ce moment-là, ils ne sont pas des vrais maîtres. Hein, voilà, s'ils manipulent ça, ils ne sont pas des vrais maîtres. C'est à eux de s'en apercevoir et pas de ajouter de l'huile sur le feu. Mais Justement, moi, je les ai Tenzin vus, par Palmo, elle exemple. dit que c'est un problème et avec l'hindouisme où il y a une forte projection sur le maître, non seulement du père avec sa barbe blanche, mais aussi de la mère. Hein. Il y a un mantra qui dit le gourou est dans la mère est dans le gourou. C'est pour ça, incline-toi devant le gourou. Et donc, ce lien entre mère et gourou, bon, ça peut être très positif, mais ça peut mener aussi à de la manipulation. Ben, justement, moi-même, je les ai vus comme ça. Ils poussent les autres. Et c'est exactement, il y a le paradis et l'enfer autour du maître. Surtout avec cette lutte pour pousser les autres, être le plus proche possible du maître et avoir son... Oui, donc un des critères de fonctionnement sectaire d'un groupe religieux, c'est justement quand cette lutte qui est un peu inévitable au départ est favorisée par le maître et il rajoute de l'huile sur le feu pour exploiter les jalousies, diviser pour régner. Et ça, c'est une cuisine qui n'est pas propre. Et donc, si elle est là, c'est un signe de secte. Mhm. Et on la trouve auprès de beaucoup de maîtres déjà, d'ailleurs. Euh, Aussi, Jacques, autrefois, tu as dit une chose qui m'a retenu l'attention. Tu as dit la lecture d'un livre peut être un maître.
Et ma question, que peut-on faire quand on n'est pas en contact direct et régulier avec un maître? Est-ce... Oui, ben, par la dévotion, si on a établi un contact avec lui concret, on peut se le rappeler. Et un des euh, chants les plus connus de la littérature tibétaine, c'est appeler le gourou de loin. Hein, Hmm. voilà, donc euh, normalement, dans une relation avec un maître, il y a un contact concret pendant du temps, mais quand on est loin, on peut et on doit l'appeler pour qu'il soit présent. Et au moment de la mort aussi, il faut appeler le gourou, et même si le gourou est mort, il reviendra du monde subtil pour nous aider pour le grand passage. Et Milarepa, quand il est parti dans sa grotte, il a dit maintenant je sens mieux, je pense mieux, je médite mieux sur mon maître Marpa que quand j'étais avec lui et sa famille, sa femme, ses enfants, ses employés parce qu'il avait une ferme. Quand il était en bas, sa dévotion à Marpa était perturbée, alors que quand il était dans sa grotte, il pouvait sentir l'essence de Marpa beaucoup plus profondément parce qu'il n'était Ah, pas c'est-à-dire, pris par les détails extérieurs. c'est exactement ce que plusieurs fois j'ai expérimenté, que même mon maître qui est décédé, Swami Shidananda, bah, je l'appelle et je sens une certaine connexion avec lui. Oui, oui, hein, c'est une connexion à entretenir et développer, même après la mort du maître. Dans ce sens-là, Mananda Mayi a passé l'année de ses 80 ans en silence. Elle a quitté son corps à l'âge de 86 ans. Et donc en 76, elle a fait une année en silence. C'était pour dire à ses disciples proches ou plus lointains, apprenez à vous relier à moi en silence et n'ayez pas besoin tout le temps de mes conseils, de mes paroles explicites, etc. Apprenez à écouter mes paroles à l'intérieur. Et donc, les disciples devaient être un peu durs d'oreille pour comprendre ce conseil. Et donc, elle a fait un an de silence de mémoire. D'ailleurs, Jacques, tu l'as dit une fois que souvent elle éloignait exprès Vijayananda pour qu'il se démerde en quelque sorte, qu'il se débrouille en Oui, lui-même. qui se relie à elle en silence, hein. Elle s'occupait d'elle par l'intérieur. Mais elle a fait ça que quand Vijalanda a eu une relation forte avec lui. Hein. Pendant 19 mois, il était tous les jours avec elle, sauf une journée. Mm. Donc c'était un lien très fort et qui a duré ben, jusqu'à la mort de Vijalanda. Il était en lien avec Ma, même si Ma avait quitté son corps 30 ans auparavant. Oui, justement, c'est ce qu'il disait d'ailleurs, que elle est toujours là. Oui, c'est ça. Alors, pour les gens qui la connaissaient pas, il nuançait quand même. Il disait, ça dépend quand même de la foi des gens. C'est sûr que si les gens ont la foi et méditent bien sur Ma, elle sera là. Mais pour les gens qui n'ont pas la foi, comme elle n'est pas présente physiquement, c'est possible qu'il se passe rien. Hein, quand Ma était dans son corps, elle pouvait faire des choses pour qu'il se passe quelque chose, même si les gens n'étaient pas très motivés pour être en relation avec elle. Mais après sa mort, c'est plus, ça dépend plus du chercheur spirituel. S'il sent que l'enseignement de Ma, le visage de Ma l'attire, à ce moment-là, ce sera à lui de construire son lien avec elle. C'est Mais pas s'il une le fait, il aura des communication, c'est une résultats. réalité à ton avis, cette relation? Qu'est-ce qui est une Et réalité? j'ai dit, c'est pas imaginaire, c'est réel, cette relation, cette connexion. Ben, le maître, il est à l'intérieur de nous, et les maîtres extérieurs, avec leurs enseignements, leurs biographies, leurs photos, ça aide à se relier au maître intérieur. Le maître intérieur est réel, et le maître extérieur, qu'on connaît pas directement, mais par ses paroles, par son visage, ben, il est là pour rappeler le maître intérieur. Le maître extérieur à la réalité du maître intérieur aussi. Et le maître intérieur, c'est ça ce que tu appelais un centre au-delà de l'ego? Oui, c'est ça, la lumière au-delà de de l'ego, hein, le soleil au-delà. Hein,
dans la Brihadaranyaka, non, dans la Chandogya Upanishad, le chapitre 1 qui porte sur le son du silence, on dit que le son du silence, qu'ils appellent le Udgita, et c'est le soleil au-delà. Et donc, il y a une lumière et il y a un son qui est au-delà du mental, et c'est à lui qu'il faut se relier. Et tu as cité une fois, Jacques, le Dalai Lama qui dit ne vénérez pas le maître, vénérez l'enseignement. Bah, et Oui, il y a déjà un grand abus chez les maîtres, ou plutôt les pseudos, les faux maîtres, d'être toujours vénérés et il y a des abus, ils abusent de ça, non? bien sûr, oui, 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 bien sûr, hein. Et donc, il y a des mouvements qui dérapent justement dans ces histoires de pouvoir, et on pourrait plaisanter en disant le pseudo-maître n'utilise pas des armes de destruction massive, mais il utilise des armes d'infantilisation massive. Voilà, hein, quand on voit des milliers Tu de peux gens répéter, infantilisés. on n'a Des pas armes compris. d'infantilisation massive, Ah, ah, ouais, ouais. parce qu'il détruit l'autonomie des gens. Et c'est pas juste, hein, c'est une violence. Et vénérer l'enseignement parce que tous les enseignements, en quelque sorte, ont quelque chose de positif, de... Ben, en général, dans une tradition, les maîtres donnent l'enseignement traditionnel, après ils le vivent plus ou moins parfaitement. Mais donc, pour compenser les imperfections de l'enseignant, on se relie à l'essence de l'enseignement, qui, elle, est lumineuse, et donc, comme ça, on retrouve son équilibre. Mhm. Et c'est pour ça que les lignées sont là. Une lignée de maîtres, eh ben, s'il y a un maillon qui est plus faible, on peut se dire, OK, il bénéficie quand même d'une transmission malgré ses défauts. Mhm. Ok. Alors que si c'est un maître qui a des défauts et qui se relie à personne d'autre qu'à lui, eh ben, il restera avec ses défauts, il tournera en rond, et le disciple aussi tournera en rond. Aussi, autrefois, tu as parlé, Jacques, en disant c'est la compréhension qui libère, en se mettant à la Ça, place. c'était Vijayada qui disait ça souvent, oui. Mhm. Oui, mais toi, tu l'as appliqué sur le cas en se mettant à la place de l'autre, comprendre l'autre. Donc, ma question, essayer de comprendre l'autre, c'est ce que tu voulais dire, au lieu de le juger. Oui, c'est se mettre en miroir de lui. On retrouve les neurones miroirs, et accepter de sentir son visage sur son propre visage à soi. Et à ce moment-là, il y a une empathie qui vient, une sympathie, hein, on sent ensemble, et une mise en miroir. Et donc, ça permet une compréhension de l'autre par l'intérieur. Et le comprendre même s'il se comporte mal, c'est ça ce que tu voulais dire? Ben oui, les gens trouvent leur raison pour mal se comporter, et donc ils ont leur logique, et donc faut comprendre leur logique. Mahananda Meyi disait tout le monde agissait selon le dharma, et alors on lui a dit mais les criminels, on peut pas dire qu'ils agissent selon le dharma. Et Mahananda Meyi disait si ils agissent selon leur dharma à eux. Et donc j'explique souvent que un criminel, il ferait pas de crime s'il s'était pas convaincu auparavant que c'était juste de passer à l'acte, que c'était juste de passer à l'acte. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? C'est que Ben, le criminel, il se fait tout un raisonnement pour dire que c'est juste de tuer quelqu'un d'autre, parce qu'il peut se dire, il va me tuer si je le tue pas, ou alors c'est quelqu'un de très justement, oui, méchant si je le tue. Daesh et tous les intégristes qui font ça, mais est-ce qu'on peut admettre ça? Ben, c'est une règle, c'est-à-dire ils le font parce qu'ils sont convaincus auparavant que c'est juste. Par exemple, il y a quelqu'un qui a tué 100 personnes en faisant exploser une bombe à Karachi devant le consulat des États-Unis. Toutes les gens qui attendaient pour leur visa, ils sont morts. Et alors après, il a fait une lettre de 10 pages au gouvernement avec des citations du Coran pour dire que c'était juste, que c'était ça qu'il fallait faire. Donc, c'était très important pour lui de se justifier selon la religion, selon la loi soi-disant divine, etc., selon le prophète. Oui, oui. Et donc, il l'a fait. Mhm.
Donc ça, c'est une caricature, mais n'importe quoi, quand on mange un peu trop de sucre, eh ben on justifie, hein, on se dit bah là j'ai pas des calories, je risque l'hypoglycémie ou voilà un peu de sucre, j'en prends pas souvent. On trouve toutes sortes de justifications pour manger trop de sucre, etc., etc. Hein, il Oui, n'y a oui, pas que les mais grands déjà crimes. cette logique de se justifier, bah, jusqu'à quel point c'est correct, disons, c'est évolutif. Ben, c'est sûr que l'ego a tendance à se justifier et donc une méditation objective, une méditation profonde, c'est justement pour déjouer les jeux de l'ego et voir ses points faibles sans condescendance, hein, les voir directement, objectivement. Ok. Dernière Il y a question. un style chez les maîtres tibétains où des maîtres âgés s'accusent de tous les péchés du monde et c'est pour réduire l'ego, voilà. Et puis aussi c'est pour encourager les débutants qui ont du mal à purifier leur mental en se disant ben, même des gens avancés, ils doivent continuer à faire attention et à travailler pour bien purifier leur mental. Donc c'est finalement un encouragement pour les plus jeunes, mais sous une forme où le maître se flagelle, semble se flageller, mais au fait, c'est pour réduire l'ego. Mhm. Dernière C'est une question discipline. pour aujourd'hui, Jacques. Tu as parlé autrefois se posant la question comment se protéger d'une influence négative. Et ma question, cette influence négative, souvent, ça peut être celle des parents. Et d'après les neurones miroirs ou bien l'effet des neurones miroirs, d'un côté, on a un devoir vis-à-vis des parents, c'est-à-dire de l'autre, on subit l'influence négative. Et on est en train de faire notre dharma, notre devoir avec les parents, mais par contre, on subit une certaine influence négative. Que faire dans ce cas? Ben, je crois qu'il faut faire le filtre. Hein. L'idée, c'est de d'imiter les qualités des parents et de laisser tomber leurs défauts. Alors, comment laisser tomber leurs défauts? Eh bien, par exemple, si on sent une colère et on se dit ça, c'est pas ma colère, c'est la colère qui vient de mon père ou de ma mère, eh bien, à ce moment-là, c'est comme toujours la relaxation. Hein, voir de façon complètement relaxée son père en colère, voir que la colère du père passe en vous, mais voudrait passer en vous, mais comme on se relaxe, elle n'a pas de prise en nous, elle glisse sur le côté, elle s'en va. C'est comme à l'aïkido, hein, s'il y a quelqu'un qui jette sur vous, on fait un pas de côté, et puis la personne est emportée sa propre élan et tombe finalement. Mhm. Donc, c'est toujours le même cas. Accepter les choses et se relaxer, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour se libérer. Alors, quand il y a des choses positives, on peut se concentrer sur les choses positives pour les augmenter en nous. Hein. Mhm. Si on a un souvenir où notre mère, par exemple, était très généreuse, eh bien, on l'intègre et pour qu'il nous imbibe et qu'on ait le même comportement dans notre vie courante. Voilà. Donc, l'idée, c'est de euh, non seulement d'imiter les qualités des parents, mais de d'agir en fonction de ces qualités et les défauts, au contraire, on les met en veilleuse. OK. Entendu. Ben, voilà, là. On s'arrête pendant 5 minutes. C'est D'accord. pas plus que 5 minutes. Comme ça, une OK. fois. Bien. Très bien. On arrête.